Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, les travailleurs de l'opérateur Expresso Sénégal en colère. Ils dénoncent le licenciement d'une cinquantaine d'agents pour motifs économiques. Les syndicalistes rejettent les arguments de la direction générale. On vous explique tout. Hausse du prix de l'oignon, clients et commerçants dénoncent les prix exorbitants. 800 à 1000 francs le kilogramme, c'est incompréhensible pour les consommateurs. Reportage à suivre. Dans l'actualité également, les plus exceptionnels dans le nord du Sénégal, à Matam, plus de 400 familles relogées dans des établissements scolaires. Vous le verrez, l'aide aux sinistrés s'organise. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Sit-in des travailleurs de l'opérateur Expresso Sénégal. Ils rejettent le licenciement d'une cinquantaine d'agents pour motif économique. Selon les syndicalistes, le top management soudanais cherche tout simplement à écarter les nationaux. Voyons tout cela avec Chertidiane Diao et Pape Sangoné Mbaye. Rien ne va plus à Expresso Sénégal. Pour cause, les travailleurs du troisième opérateur de téléphonie sont en conflit avec la direction générale qui a licencié une cinquantaine d'entre eux. Il y a quelques mois de cela, le directeur général nous a conviés à un magnifique team building au niveau de Saly Portudal pour nous exposer l'évolution et la croissance de cette société et les belles perspectives pour ce staff-là. Le directeur par intérim, Radi Al-Mamoun, à la surprise générale, quelques jours après, le même Radi Al-Mamoun convoque les délégués du personnel pour leur parler de licenciement pour motif économique. Ce motif économique qui n'a été sous-tendu par aucun document financier. Les délégués, par la voix du secrétaire général, ont demandé la mise à disposition de ces informations financières, ce qui n'a jamais été fait. Lors de ce sit-in, ces agents s'en prennent au directeur général de l'entreprise, Radi Al-Mamoun, dont les arguments sur les difficultés financières de la boîte n'auraient pas convaincu les travailleurs. Une faillite se justifie. Il y a les états financiers qui peuvent en attester. Les états financiers sont là pour montrer la santé financière d'une entreprise. Mieux, la société a contracté des dettes sur la base de ces mêmes états financiers. Dites-moi, monsieur, quelle banque peut se prévaloir d'octroyer des prêts à une entreprise dont elle est sûre qu'elle ne pourra pas recouvrer les fonds? Les autorités sont interpellées pour le respect de la législation du travail à Expresso. Nous n'avons jamais eu de retard de salaire. Nous n'avons jamais eu de problème. Dans cette boîte, mieux, le team building organisé en dit long. Les véhicules achetés à coût de dizaines de millions, en 10 millions, à des directeurs techniques. Les véhicules des Sénégalais sont amortis. Nous en appelons vraiment à l'implication du chef de l'État, du ministre des Télécoms, du directeur de la RTP. Cette entreprise n'est pas une ambassade du Soudan. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir une loi spécifique pour cette entreprise et une loi pour le Sénégal. Expresso osait rêver, le slogan bien visible devant l'immeuble où se tient le sit-in contraste avec le climat délétère qui règne dans cette entreprise. Merci Chertidiane. Attention, ça pique les yeux. Le prix de l'oignon irrite fortement clients et consommateurs. Sur le marché, le kilogramme varie entre 800 et 1000 francs CFA. Les consommateurs ne s'expliquent pas ces prix exorbitants et cette hausse vertigineuse. Reportage Fatou Bintou Conté et Pape Sangoné Mbaye. Depuis quelques jours, le marché sénégalais est confronté à une pénurie d'oignons. Le prix de l'oignon, très consommé par les populations, connaît une hausse exorbitante. Ces sachets que vous voyez coûtent 150 francs. 200 francs, le kilo est à 1000 francs. Et le sac de 25 kg coûte 20 000 francs actuellement. Kilo 1000 francs. Le kilogramme est à 1000 francs. Certains vendent le sac à 19 500 francs CFA. 18 000 francs ou même 20 000 francs. Ces vendeuses d'oignons ont du mal à s'en sortir. Leurs bénéfices varient entre 1000 francs et 1500 francs pour un sac acheté à 20 000 francs. Actuellement, nous n'avons pratiquement pas de bénéfices. Par exemple, avec 1500 francs, 1000 francs ou même 2000 francs.
Cela a incontestablement des conséquences sur le panier de la ménagère. Les clients se plaignent de la cherté de l'oignon. Le prix de l'oignon a pratiquement doublé en un temps record. La vie est très chère. Et au Sénégal, tous nos plats sont à base d'oignons. À ce rythme, certains plats vont disparaître du menu quand on sait que l'oignon est présent presque dans tous les repas sénégalais. Dans l'actualité également, ces pluies exceptionnelles dans le nord du Sénégal, à Matam. Plusieurs familles ont été déplacées, plus de 400 familles recensées et recasées dans des établissements scolaires. L'aide s'organise ce soir. Le point avec Ali Bandeliang. La liste est bien loin d'être exhaustive, mais à l'heure actuelle, plus de 450 familles sinistrées ont été recensées. Après que les autorités locales ont réussi à libérer de nombreuses localités des eaux, le chef de l'État manifeste sa solidarité en faveur des sinistrés de Matam. Cette population comprend dans son ensemble que ce qui se passe est indépendant de la volonté de l'État et de son gouvernement. C'est une catastrophe naturelle. Notre mission d'aujourd'hui, c'est surtout une mission de compassion. Une mission de constatation des dégâts, mais aussi une mission de solidarité de la part du chef de l'État et de son gouvernement. Parce qu'au niveau de Matam, quand même, la situation est plus ou moins particulière, parce que nous avons constaté beaucoup de demeures à terre. Ne serait-ce que pour cela, il est important d'apporter un soutien en matériaux de construction. Des bâtiments effondrés, de nombreuses familles relogées dans les écoles. La réaction du président de la République, hautement saluée par le porte-parole des sinistrés à la cérémonie tenue à Ourossogui. bâtiment daanu sama kër man am na ñaar sama mag Bohum Diallo am na bâtiment daanu Dara Diallo ba sama bâtiment daanu ay dëkkandoo bi daanu daal ndox bi daal dem naa ci kii sa koñ bi 1,50 m ci biir kii dugg naa ci bâtiment ban yëpp daanu na président Macky Sall moom da nga ko sant rek da nga ko sant président Macky Sall def naa yëpp. En tout cas, dans la région de Matam, nous ne sommes pas surpris parce que le président de la République est un président qui a toujours accompagné le Sénégal dans le domaine social. On ne peut pas les lister, il y en a beaucoup. Mais dans cette situation extrêmement difficile, nous sommes heureux de constater comment la réaction elle a été rapide. Avant la distribution des vivres et des matériaux de construction, la délégation ministérielle s'est rendue à Sinthiougarba, à Djandjoli, où les fortes pluies ont causé plus de désolation dans les habitations. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d'organisation des secours à Saint-Louis, le ministre de l'Intérieur a annoncé le renforcement des motopompes. Le service national de l'hygiène va également intensifier les opérations de saupoudrage aux fins de lutter contre les maladies saisonnières. Voici Antoine Diom avec notre équipe à Saint-Louis. Exclusif des populations sénégalaises. Ici à Saint-Louis, on a eu à visiter certaines stations, notamment celle de Djaminar, celle de Pikine 700 et le point de pompage de Sordiane. Ce qu'on a noté, c'est que les services de l'État sont déployés. Ils sont en train de faire le travail nécessaire afin d'apporter tout le soulagement qui est attendu. Dès demain, il y aura une augmentation de la capacité de pompage de plusieurs points dits sensibles, qui sont au demeurant également des sites endémiques, parce que chaque année, le même phénomène se reproduit. Aussi les autorités territoriales. Je dois dire d'ailleurs que le maire a fait une très bonne action en mettant à la disposition des autorités administratives une trentaine de motopompes. Les électropompes que vous avez vues tout à l'heure derrière nous sont des électropompes qui ont été réalisées l'année dernière par le chef de l'État. Ce sont ces mêmes électropompes qui sont dans la région de Dakar, notamment dans la banlieue, mais également partout ailleurs au Sénégal et notamment à Saint-Louis. Et toute autre chose, mais dans le nord, toujours, exploitation des mines de phosphate de Ndendori. La Cour suprême tranche en faveur de Cheikh Amar, patron de TSE. Elle vient, la Cour suprême, d'annuler l'arrêté du ministre des Mines et de la Géologie attribuant la concession à un autre homme d'affaires. Sauf que ce dernier refuse de se plier à la décision de justice, obligeant le préfet de Canel à fermer le site. Voici les explications de l'avocat de Cheikh Amar, Maître El Hadj Diouf. Il était l'invité de la matinale de TFM. Il y avait un arrêté de reprise de la concession minière. Donc, il y avait donc une nouvelle attribution de cette concession à une autre personne, une autre société. Et les avocats de Cheikh Amar ont esté en justice
ont saisi la Cour suprême pour excès de pouvoir, parce que Cheikh Amar a un décret en sa possession, décret qui est supérieur à un arrêté ministériel. C'est pourquoi la Cour suprême a donné raison à Cheikh Amar et la production a redémarré. Et maintenant, il y a peut-être des velléités de contestation, mais c'est trop tard. Cheikh Amar détient une décision définitive, voilà, revêtue de l'autorité de la chose jugée. Je crois que M. le préfet le comprend et j'essaie de lui expliquer. Dans le sud, des collectivités territoriales seraient privées de fonds de concours. Face à la presse, le maire de Bignona dénonce une machination politique. Pour ces maires, cette privation est une punition à cause de leur orientation politique. Voici le maire de Bignona, Bakary Diatta, avec notre équipe dans le sud. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème de fonds de dotation et de fonds de concours. Des fonds qui permettaient aux différentes collectivités locales de pouvoir gérer des aspects d'investissement et de beaucoup d'autres aspects de fonctionnement. Mais il se retrouve aujourd'hui que nous sommes devant cette situation où il y a un blocage systématique des fonds de dotation qui devaient être disponibles normalement vers le mois de mars. Aujourd'hui, nous sommes le 20 août. Jusque-là, ces fonds ne sont pas disponibles. Donc, ça impacte négativement dans l'exercice de notre tâche et même dans le fonctionnement de nos différentes collectivités. C'est vrai que nous sommes dans le département de Bignona, dans la région de Ziguinchor. Nous avons eu écho que cette situation n'est pas collective. Il y a des mairies, toutes les mairies sont censées ne pas recevoir leur fonds de dotation, mais il y en a celles qui ont reçu d'une autre manière de l'argent leur permettant de pouvoir mener leurs activités. Nous pouvons aujourd'hui soupçonner que c'est une manipulation politique qui a engendré donc ce comportement, parce que ce sont des fonds destinés logiquement au fonctionnement des collectivités. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas destinés, qu'ils ne soient pas versés effectivement au niveau des collectivités pour que ces collectivités puissent travailler. Aujourd'hui, il n'est pas question pour un même Sénégal que le traitement diffère d'une collectivité à une autre. Le temps de la politique est dépassé. Et en politique, projet de loi d'amnistie pour Karim Wade et Khalifa Sall, le débat remis au goût du jour. Pour les partisans de l'ex-maire de Dakar, la question est une exigence politique. Voyons tout cela avec Alassane Ba et Jafar Abba. Les partisans de Khalifa Sall n'ont pas varié dans leur position. Leur conviction est que l'ancien maire de Dakar et Karim Wade sont victimes d'une injustice. Moussa Taye exige qu'ils soient rétablis dans leurs droits fondamentaux. Khalifa a été injustement accusé avec des prétextes fallacieux. Il a été injustement jugé à travers un procès inéquitable avec une rapidité extraordinaire. Il a aussi été injustement privé de son droit d'être candidat à la présidentielle de 2019. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours estimé qu'ils sont victimes d'injustice. Même sentiment chez Moundiaye Sissé qui va plus loin dans l'analyse. Ce qui est constant, c'est qu'il y a une déchéance atemporelle, une déchéance définitive de leurs droits que tous les Sénégalais ont considéré comme étant une injustice, que ce soit du côté de l'opposition comme de la société civile. Donc ce qui est important, c'est d'abord la volonté politique de leur faire recouvrer leurs droits politiques, leurs droits civils. La voie par laquelle on passe sera moins problématique. Cette question de faire retrouver à Khalifa Sall et Karim Wade leurs droits civiques fait partie de la charte de Yewwi Askan Wi. Il est attendu des députés de l'opposition après installation l'introduction d'un projet de loi allant dans ce sens. Donc j'espère que les députés nouvellement élus de l'opposition vont faire des propositions de loi dans ce sens. Je ne sais pas encore ce qui sera fait. Il ne s'agit pas, comme de la société civile, d'une décrispation. Non, il s'agit à mon avis d'une réhabilitation. Moundiaye Sissé est d'avis que ce débat n'a rien à voir avec la reddition des comptes. Il estime que la reddition des comptes ne doit pas être sélective. L'utilisation des rapports des corps de contrôle pose problème. Ce n'est pas un problème de reddition, c'est l'utilisation qu'on en fait. Mais pour Karim et Khalifa, on a vu qu'ils ont été, ils ont purgé même leur peine
jusqu'à bénéficier de grâce. Mais une déchéance ne peut pas être atemporelle et définitive, parce qu'il reste des citoyens. Quand ils ont déjà purgé leur peine, mais quand même, ils doivent recouvrer leurs droits. Va-t-on vers une amnistie pour Karim Wade et Khalifa Sall après l'installation des députés de la 14e législature? Dans une sortie qu'il avait accordée à une chaîne étrangère, le président Macky Sall s'était dit favorable dans l'esprit à une réhabilitation de Karim Wade et Khalifa Sall. Et quelle serait donc la voie à suivre pour y arriver, Alassane? Éclairage du professeur de droit Ibabari Camara. Pour lui, cette loi impersonnelle efface les faits matériels. Explication avec professeur Ibabari Camara. Lorsqu'on parle d'amnistie, il faut préciser qu'il s'agit plutôt de loi d'amnistie parce que l'autorité compétente pour décider de ça, c'est en fait, in fine, c'est l'Assemblée nationale, même si la proposition peut émaner du président de la République ou alors d'un groupe de députés avec l'aval bien sûr de l'exécutif incarné par le président. Donc une telle loi qui est proposée au vote peut faire l'objet de contestation au niveau donc du Conseil constitutionnel lorsque certains députés soutiendront que ce n'est pas conforme à la Constitution. Mais en tout cas de cause, c'est pour parler simplement donc des voies de recours. Mais en tout cas de cause, eh bien, comme toute loi, il appartient à l'Assemblée donc de voter la loi d'amnistie qui en fait concerne en fait des faits naturellement en fait objectif. Donc pour dire simplement que ça n'a pas un caractère personnel, même si en fait il ne faut pas perdre de vue qu'il y a la notion donc de la grâce amnistiante qui permet au président de choisir parmi des personnes concernées par des infractions qui ont été commises et qui ont été amnistiées, donc les personnes qui bénéficieront justement d'une telle amnistie. Tout autre chose à présent, inauguration d'une centrale électrique à Kaffrine, 59 villages désormais électrifiés. Ce programme de 10 milliards de francs CFA va permettre aux 4000 ménages raccordés de développer des activités génératrices de revenus. Les explications du directeur général de l'ASER, Baba Diallo, avec notre équipe à Kaffrine. Dans la région de Kaffrine, choisie pour abriter les premières centrales dans l'objectif d'améliorer l'électrification des localités éloignées des réseaux et d'améliorer son taux d'électrification, le projet permettra à terme d'électrifier 59 villages, 19 dans les départements de Birkilane et Kaffrine, dont les travaux sont entièrement terminés pour un investissement de plus de 3,5 milliards. 21 localités dans le département de Malem-Oda, avec un financement de 3,9 milliards qui a permis de réaliser 43 km basse tension dans le département de Malem-Oda, mais également permettre l'accès à 1300 ménages à l'électricité. Dans le département de Koungheul, où les travaux sont en cours, nous prévoyons l'électrification de 19 localités, dont 4 sont déjà finalisées et les travaux en cours dans 15 localités. Globalement, dans la région de Kaffrine, c'est un investissement de près de 10 milliards qui est mobilisé pour permettre de raccorder plus de 4000 ménages, mais également d'augmenter le taux d'électrification dans la région de plus de 10%. Visite du SEMGA en Guinée-Bissau. Le général de corps d'armée Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, était sur place pour s'enquérir des conditions de vie et de travail des djambars de la mission d'appui pour la stabilisation de la Guinée-Bissau. Un contingent de 150 soldats. Le général a salué les efforts consentis qui s'inscrivent, selon lui, dans la belle tradition des djambars au niveau des théâtres d'opération. Le voici avec les équipes de la DIRPA. Je suis rassuré parce que je sais l'origine des cellules qui la composent, et principalement du 3e bataillon d'infanterie. Donc nous avons ici une compagnie organique avec de la cohésion des gens qui ont l'habitude d'être ensemble. Et c'est un très beau bataillon qui a fourni donc cette compagnie. Et ce sera la même chose pour les prochains contingents. On verra toujours à ce que la compagnie soit générée à partir d'un corps opérationnel. Et on y greffera les soutiens nécessaires.
Donc bravo pour le travail, vous avez très bien commencé. Donc il faut très bien continuer et dans tous les domaines. La mission, c'est d'apporter la sécurité. Ce n'est pas d'être une source d'insécurité ou bien une source de méfiance. On n'attend pas ça. Je suis convaincu que chacun a compris que ces actes et faits sont épiés tous les jours. Quand c'est positif, les gens vont le dire. Si c'est l'inverse, ils vont également le dire. Donc soyez des modèles de comportement. Et sur ce plan également, jusqu'à preuve du contraire, je suis rassuré parce que je connais la discipline et la résilience légendaire de tous les Djambas. Et l'actualité internationale nous mène au Tchad, au Zimbabwe, en Algérie et au Mali où le chef de la junte a nommé par décret un premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, jusque-là ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, se substitue au chef du gouvernement Choguel Maïga. Le récit de Daniel Diouf. Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, désigné par un décret du chef de la junte pour assurer l'intérim de Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement, hospitalisé il y a une semaine après un malaise cardiaque. Abdoulaye Maïga, la quarantaine, était le porte-parole du gouvernement. Et puis c'est lui qui avait exigé fin juillet du président Emmanuel Macron qu'il quitte définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante. Il est ainsi devenu la voix de la politique de rupture avec la France. En Algérie, le bilan des gigantesques incendies qui ont ravagé ces derniers jours les zones forestières et urbaines du nord du pays s'est alourdi. On compte désormais au moins 43 personnes qui ont péri dans les flammes. Selon un nouveau bilan fourni ce lundi par la gendarmerie nationale, 13 personnes suspectées d'être impliquées dans les incendies ont été interpellées. 9 personnes ont trouvé la mort vendredi dans des affrontements entre agriculteurs et éleveurs à 500 km au sud de N'Djamena, la capitale du Tchad. Les violences entre communautés sont fréquentes dans le centre et le sud du pays, où l'on note de nombreux habitants armés. Des affrontements qui opposent principalement des éleveurs nomades arabes aux cultivateurs autochtones sédentaires. Les cultivateurs qui accusent les éleveurs de saccager leurs champs en faisant paître leurs animaux. Et puis les problèmes d'électricité au Zimbabwe pourraient être un vieux souvenir avec la compagnie pétrolière et gazière australienne Invictus Energy qui a déclaré qu'elle commencerait le mois prochain à explorer le gaz dans le nord du pays. En cas de succès, cela pourrait conduire à la première production de gaz du Zimbabwe et soulager les problèmes d'électricité du pays. L'exploration doit commencer à environ 200 km au nord de la capitale Harare, près de la frontière avec le Mozambique. Merci Daniel. Et puis en sport, faut-il s'inquiéter pour Edouard Mendy? Le portier sénégalais est de moins en moins infaillible. Mendy, auteur encore une fois d'une bourde monumentale ce week-end, n'a pas vraiment rassuré les supporters. Cher Sadibou Diarra. Pour Edouard Mendy, c'est une mauvaise passe qui commence à durer. En difficulté, durant la deuxième moitié de la saison 2021-2022, le gardien de but international sénégalais de Chelsea ne rassure pas en ce début de la première ligue. Sa bourde face à Leeds lors de la troisième journée en témoigne sans pourtant alarmer. Dans un match, les joueurs des champs, ils font beaucoup d'erreurs. Et c'est le gardien de but qui est là à les sauver. Mais dès que le gardien de but fait une erreur, il n'y a personne qui peut le sauver. Maintenant, c'est à lui de tirer les enseignements et continuer à travailler. Mais, à mon avis, il est saturé, il a joué beaucoup de matchs. Donc il y a des moments où il y aura des hauts et des bas. Et qu'une grande équipe aussi, c'est non seulement un grand gardien, mais c'est aussi une grande défense. Voilà, donc ça va aller, Inch'Allah. Une grande équipe, ce n'est pas seulement le gardien de but, c'est la défense d'abord. Pour ce jeu au pied, il maîtrise ce geste, mais il a raté la réalisation au grand bonheur de l'attaquant. Pied gauche, l'attaquant il en a profité. Au summum de son art en 2020-2021 jusqu'à la CAN 2022, Edouard Mendy n'est plus très souverain dans ses buts. Il s'y ajoute une petite fébrilité dans le jeu au pied, un problème
loin d'être insurmontable. Qui veut jouer propre prend des risques de temps en temps. Moi, cela pousse à faire des erreurs, à donner le ballon aux attaquants. Toutefois, ce n'est pas une grosse lacune. Il suffit juste qu'il travaille comme il le fait, avec tous ses gestes techniques. En tout cas, il doit se perfectionner dans ce domaine. Donc s'il n'était pas bon, il ne sera jamais dans les buts. Maintenant, il faut dire seulement qu'il améliore le jeu de pied. Mais il a un très bon jeu de pied. À 30 ans, Edouard Mendy, vainqueur de la CAN 2022, fait partie des meilleurs gardiens de but du monde. Celui qui a remporté le trophée FIFA The Best en 2021 est nommé pour le trophée Lev Yachine 2022, le ballon d'or des gardiens de but. Voilà, cher Tidiane, flop pour Mendy et Koulibaly ce week-end. En revanche, Sadio Mané, lui, est resté au top. Il a été auteur d'un doublé en Bundesliga. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue ce soir avec cher Tidiane Diagne pour la deuxième partie de Soir d'Info et son invité, cher Tidiane Niang. C'est à vous dans un instant, cher Tidiane. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.